pages arrachées à Alexandre Solzhenitsyn. Extrait choisi par Grégoire Lopoukine, lu par Aurélien Recoin. Première partie, premier pas dans la lumière. Alexandre Solzhenitsyn. Le nom est familier, mais jamais un écrivain russe n'a fait l'objet d'un si grand malentendu. On connaît sa description du système concentrationnaire des goulags, son bras de fer avec le régime soviétique, et après son exil en 1974, ses prises de position polémiques, entre autres contre le modèle démocratique occidental. C'est donc la figure publique qui surgit dans les mémoires lorsqu'on prononce son nom. Mais derrière ce symbole porté au nu d'un côté et conspué de l'autre, il y a avant tout un écrivain, à la plume vive, pleine d'énergie, d'humour et de poésie. C'est ce Solzhenitsyn, le Solzhenitsyn écrivain, prix Nobel de littérature en 1970, injustement ignoré, que nous avons voulu faire entendre ici. Né en 1918 à Kislovodsk, dans le nord du Caucase, il mène une vie semblable à tant d'autres en URSS. Il est socialiste convaincu, il adhère aux jeunesses communistes et il ne remet pas en cause la légitimité du pouvoir soviétique. Mais en février 1945, tout bascule. Officier d'artillerie sur le front allemand, il est arrêté pour avoir critiqué Staline dans une série de lettres à un ami et il est envoyé dans un camp de travail forcé. Il a 26 ans. C'est là, dans l'enfer du goulag soviétique, que lui apparaît clairement la mission supérieure de son écriture. Donner une voix aux milliers de morts du goulag et lutter contre le grand mensonge soviétique. En 1953, il est libéré et envoyé en relégation perpétuelle au Kazakhstan. De retour en Russie en 1959, il prend un poste d'enseignant en province et il continue à écrire dans ce qu'il appelle le souterrain, c'est-à-dire dans la clandestinité et sans espoir de publication. Il cache, il brûle et éparpille soigneusement ses archives. L'expérience du goulag l'a endurci et l'a préparé à cette vie souterraine. Pourtant, un jour de 1961, n'y tenant plus, il tente tout de même de se faire publier. Il prend un de ses récits, écrit 2 ans auparavant en 3 semaines, TCH 854, d'après le matricule de bagnard de son personnage principal. Le récit est publié début 1962, sous le titre « Une journée d'Ivan Denisovitch ». Il fait l'effet d'une bombe. Partout des 2 côtés du mur, on lit ce témoignage sur les camps soviétiques, ce récit d'une journée d'Ivan Denisovitch Choukov, bagnard franc et débrouillard, aux origines et au parler paysan. Pour la première fois, on ne tait plus cette vérité que tout le monde sait. Cette publication fait de Solzhenitsyn un écrivain de premier plan et une figure de dissident avant l'heure. Ici, la violence et l'horreur ne sont jamais montrées. Elles grondent en sourdine. La gravité du sujet n'enlève rien à la légèreté, à la vivacité et même à la dimension comique du récit. Extrait. « 5 heures du matin. Comme tous les jours, sonne le réveil. Un coup de marteau sur le bout de rail qui pend près du baraquement de l'état-major. Les coups saccadés ont du mal à traverser la vitre. Il fait froid. Le gardien n'a aucune envie de sonner longtemps. Jamais Choukov ne dort après l'heure. Toujours il se lève au signal. Avant le rassemblement, on a une bonne heure et demie de temps à soi dont on peut disposer sans rien devoir à l'administration. Or, celui qui connaît la vie des camps trouve toujours le moyen de se faire de petits suppléments. Transformer une vieille doublure en housse pour les mitaines, aller chercher les bottes de feutre bien sèches d'un type riche de la brigade et les porter jusqu'à son chalit pour qu'il n'ait pas à danser pieds nus autour du tas de bottes en vrac. Faire un petit tour au magasin où il pourrait arriver qu'on ait besoin de quelqu'un pour donner un coup de balai, pour faire une commission, ou bien encore aller ramasser les gamelles sur les tables du réfectoire et les déposer en pile à la plonge. Là aussi on reçoit un petit quelque chose à manger.
Mais ce n'est pas les amateurs qui manquent, on s'y bouscule. Et puis surtout, s'il reste un regaton dans une gamelle, on n'y tient plus, et on se met à lécher. Tous les jours donc, Choukov se lève dès qu'on sonne le réveil, mais pas aujourd'hui. Déjà hier soir, il était mal fichu. Comme des frissons, on dirait, des courbatures. Il n'a pas pu se dégeler pendant la nuit. Dans son sommeil, à des moments, il se voyait dégringoler. À d'autres, il se requinquait un peu. Si le matin pouvait ne pas venir. Mais le matin est venu comme il se doit. Choukov est toujours couché sur la sueur tassée de son mince matelas. Si ça pouvait se décider, ou une fièvre de cheval, ou que ça passe, cette courbature. Mais là, il est entre deux. Pendant que le Baptiste chuchote ses prières, Bouinovski, qui est allé se soulager, revient. Il déclare, sans s'adresser à personne, mais avec une sorte de joie mauvaise, « Tenez ferme, marin rouge, moins 30 garantie. » Choukov prend sa décision. Il ira à l'infirmerie. Mais au même moment, M854, 3 jours de cachot sans arrêt de travail. « Pourquoi donc, citoyen chef ?» demande Choukov. « Pas levé au signal, suis-moi au bureau du commandant. » Mais au poste de garde, comme Choukov l'a déjà pressenti en chemin, pas question de cachot, tout bonnement, le plancher du poste à laver. « Merci, citoyen chef, jamais plus je ne me lèverai en retard. » À l'infirmerie, comme toujours, le couloir est si propre qu'on a peur de marcher sur le plancher. Et les murs qui sont passés à la peinture blanche. Et tous les meubles qui sont blancs aussi. L'aide-médecin de garde est un petit jeune, Kolya Vdovushkin. Il est assis à une table toute propre, avec une blouse blanche toute fraîche, en train d'écrire quelque chose. Il n'y a personne d'autre. Choukov retire sa chapka, comme devant les gradés, et avec un peu de remords dans la voix, comme s'il guignait le bien d'autrui. « Eh bien, voilà, Kolya Vdovushkin, je suis comme qui dirait patraque. Pourquoi tu viens si tard? Pourquoi tu n'es pas venu hier soir? Tu sais bien qu'on n'admet personne le matin. La liste des dispensés est déjà à la SPP. » Choukov sait tout cela. Il sait aussi que le soir, ce n'est pas plus facile de se faire exempter. C'est que ça me fait pas mal le soir, quand il faudrait... Qu'est-ce que c'est, ça? Où est-ce que ça te fait mal? Bah, à vrai dire, ce n'est pas que ça fasse mal quelque part, mais je suis pas trac de partout. Il fallait t'en inquiéter plus tôt. Comment veux-tu, juste avant le rassemblement? Allez, tiens. Vdovushkin retire un thermomètre du bocal, l'essuie et le donne à Choukov. Choukov s'assied sur un banc, près du mur, tout au bord, juste ce qu'il faut pour ne pas le faire tomber, et soi-même avec. Il a choisi cette situation incommode sans le faire exprès. C'est sans le vouloir qu'il laisse voir qu'il n'est pas chez lui à l'infirmerie, qu'il est venu y demander quelque chose. Vdovushkin, lui, s'est remis à écrire. Choukov trouve merveilleux de rester assis 5 minutes à ne rien faire dans cette pièce bien propre, toute silencieuse, avec une lampe qui brille. Il inspecte les murs, mais il n'y a rien à voir dessus. Il examine sa veste matelassée, le numéro du devant s'est un peu effacé. Il ne s'agirait pas de se faire ramasser quand même. Va falloir donner un petit coup de neuf. De sa main libre, il tâte aussi la barbe sur son visage. Elle a beaucoup poussé depuis le dernier bain de vapeur. Il y a de ça plus de 10 jours. Oh, après tout, c'est pas gênant. Dans 3 jours, on retourne au bain et on nous fera la barbe. À quoi bon faire la queue pour rien chez le coiffeur? Choukov n'a personne pour qui se faire beau de toute manière. Ensuite, en regardant le calot blanc, tout blanc de Vdovushkin, Choukov se rappelle le bataillon sanitaire sur la rivière Lovat, quand il y est arrivé avec sa blessure à la mâchoire. C'est pas possible d'être con à ce point. Il avait rejoint son unité de son plein gré, dire qu'il aurait pu tirer 5 jours de plus à l'hosto. Alors que maintenant, son rêve, ce serait d'être malade pendant 15 jours, 3 semaines. Oh, pas jusqu'à la morgue, et sans opération,
mais juste assez pour être admis à l'hôpital. Il y resterait bien 3 semaines sans remuer ne serait-ce que le petit doigt. On vous donne du bouillon sans rien dedans, mais tant pis. À travers les doubles fenêtres que la glace blanche rend opaques, la sonnerie du rassemblement parvient jusqu'à l'infirmerie. On l'entend à peine. Choukov pousse un soupir et se lève. Il frissonne comme avant, mais c'est clair, il n'arrivera pas à se faire porter pâle. Vdovouchkine tend la main, saisit le thermomètre. Tu vois, c'est pas bien clair. 37,7. Avec 38,5, tout le monde serait fixé. Je ne peux pas t'exempter. Tu ferais mieux d'aller au boulot. Choukov ne répond rien, ne fait même pas un signe de tête. Il enfonce sa chapka et il s'en va. Celui qui est au chaud, qu'est-ce que vous voulez qu'il pige à ceux qui gèlent? Le chef de la garde récite la prière qu'il rabâche chaque jour aux détenus. Prisonniers, attention. Pendant le trajet, respectez strictement l'ordre de la colonne. Ne restez pas en arrière, ne dépassez pas, ne changez pas de rang, ne parlez pas entre vous, ne regardez pas de côté, tenez vos mains toujours derrière votre dos. Un pas à droite, un pas à gauche sont considérés comme une tentative de fuite. L'escorte ouvre le feu sans avertissement. Les hommes de tête, en avant, marchent. 2 types de l'escorte ont ouvert la route. Il n'a pas neigé depuis 1 semaine et la route est tassée, damée. Ils contournent le camp. Le vent prend les visages par le travers. Main derrière le dos, tête baissée, la colonne avance comme si elle suivait un enterrement. On ne voit que les pieds de 2 ou 3 copains qui sont devant et le bout de terrain piétiné où il faut poser les siens, de pied. De temps en temps, un type de l'escorte gueule. A48, main derrière le dos. B502, reprends ton rang. Quand il fait un peu moins froid, tout le monde parle dans la colonne. L'escorte peut bien gueuler, mais aujourd'hui, chacun se penche en avant, chacun s'abrite derrière le dos du copain de devant et se retire dans ses pensées. Mais même dans leurs pensées, les détenus ne sont pas libres. Ils reviennent toujours à la même chose. Ils remâchent. Est-ce qu'ils ne vont pas dégoter ma ration dans mon matelas? Est-ce qu'ils vont m'exempter ce soir à l'infirmerie? Est-ce que le capitaine va aller au mitard ou pas? Et comment il a pu se faire donner du linge chaud, lui? Il a dû graisser la patte au gars du magasin des effets personnels ou quoi? Si pénible que soit de commencer la journée par ce froid, c'est le début le pire. Et il suffit juste de passer le cap. Choukov tape dans ses moufles, il monte les tuyaux bout à bout, les martèle au joint. Il tape encore dans ses mains et redonne quelques coups de marteau. Et d'un seul coup, il a la tête comme nettoyée de toute pensée. Choukov, maintenant, a tout oublié, n'a plus aucun souci. Il ne pense qu'à une seule chose, comment raccorder les coudes des tuyaux et les faire sortir de façon que ça ne fume pas. Et Choukov lève la tête vers le ciel et il pousse un cri de surprise. Le ciel est clair, et au soleil, on voit que c'est bientôt l'heure du déjeuner. C'est fou ce que le temps passe quand on travaille. Choukov l'a remarqué bien des fois. Au camp, les jours filent, on n'a pas le temps de s'en apercevoir. Mais le temps qu'on a attiré, lui, il ne bouge pas, il ne diminue pas d'un poil. Ils redescendent. Tous les gars sont déjà installés autour du poêle. Le charbon commence à faire des braises et donne à présent une chaleur égale. On ne la sent qu'autour du poêle. Dans le reste de la salle, il fait aussi froid qu'avant. Ils retirent leurs moufles et remuent leurs mains au-dessus du poêle. Mais les pieds, quand ils sont chaussés, on ne doit jamais les mettre près du feu. Faut bien se fourrer ça dans la tête. Si on a des souliers, c'est le cuir qui se fendille. Si on est en bottes de feutre, elles deviennent toutes humides, elles fument et on a plus chaud. Et si on les met tout près du feu, on les brûle. Alors, il ne reste plus qu'à marcher tout l'hiver jusqu'au printemps en bottes trouées, et faut pas en espérer de nouvelles. Choukov s'en fout, lui, dit Kilgas, histoire de le prouver. Il a presque un pied chez lui, Choukov, pas vrai, les gars?
Choukov est content que tout le monde le désigne du doigt. Eh oui, lui, il a bientôt fait son temps, comme ils disent. Mais il n'y croit pas trop. La loi, on la retourne comme on veut. À la fin de tes 10 ans, on peut très bien te dire « Allez, on remet ça » ou te coller en résidence forcée. Des fois, quand on y pense, ça vous coupe le souffle. Tout de même, le temps de peine touche à sa fin, la pelote est quasiment dévidée. Sortir de là et sur ses 2 jambes, est-ce que c'est seulement possible? Mais pour un ancien de camp, ça ne se fait pas d'en parler tout haut. Alors Choukov dit à Kilgas « Tes 25 ans, c'est pas ça qui compte. Tu les feras ou tu les feras pas, c'est, comme on dit, écrit sur l'eau. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai tiré 8 ans bien tassés. » Et voilà, on vit le nez véritablement par terre, on n'a même pas le temps de penser à comment tu t'es trouvé là et comment tu en sortiras. Une demi-journée de tirée, la pause du déjeuner. Ce qu'il y a de bien dans la soupe, c'est quand elle est chaude. Une bonne soupe chaude. Mais à présent, celle de Choukov est complètement refroidie. Malgré tout, il prend bien son temps pour manger en faisant durer le plaisir. Dans ces cas-là, même si la maison brûle, c'est pas la peine de se dépêcher. Sans compter les heures de sommeil, le gars qui est dans les camps n'a vraiment à lui pour vivre que 10 minutes le matin au petit déjeuner, 5 à midi et 5 au souper. La soupe ne change pas d'un jour à l'autre. Ça dépend du légume qui avait été stocké pour l'hiver. L'année d'avant, il n'avait stocké que de la carotte salée. Alors il n'y avait que des carottes salées dans la soupe, de septembre à juin. En ce moment, c'est du chou piqué. Le moment où on bouffe le mieux dans les camps, c'est juin. Tous les légumes sont finis, ils les remplacent par de la semoule. Et le plus mauvais moment, c'est juillet. Ils mettent de l'ortie hachée dans les marmites. Bouinovski, l'ex-capitaine de frégate, est toujours assis à la table à côté. Il a déjà fini sa soupe et il ne sait même pas qu'il y en a encore pour la brigade aujourd'hui. Il ne tourne pas la tête pour voir combien il peut rester de portions devant le sous-chef. Il est simplement ramolli par la chaleur. Il n'a pas la force de se lever et d'aller dans cette salle chauffée mais qu'on n'arrive pas à réchauffer. À son tour, il occupe une place, il gêne les autres brigades, exactement comme ceux que 5 minutes plus tôt il chassait de sa voie d'airain. Il n'est pas au camp depuis longtemps. Il ne le sait pas encore, mais des minutes comme celle-ci sont capitales pour lui. Peu à peu, elles font de cet officier de marine autoritaire et flamboyant un détenu au mouvement calculé, plein de circonspection, à qui seule cette économie de déplacement permettra d'arriver au bout des 25 ans de détention qu'on lui a infligés. « Capitaine! Hé, capitaine !» Bouinovski sursaute comme s'il se réveillait et il regarde autour de lui. Pavlo lui tend une portion sans lui demander s'il en veut. Les sourcils de Bouinovski se relèvent, il pose les yeux sur cette soupe comme un miracle qui dépasse l'entendement. Un sourire confus étire les lèvres gercées de ce capitaine qui a fait le tour de l'Europe et la grande voie du Nord. Il se penche plein de bonheur sur ce fond de gamelle. Tant de bonheur pourquoi? Rien que du chou piqué et de l'eau. Du haut de la centrale, la vue porte loin. Toute la zone alentour enneigée, déserte, et les miradors noirs, et les poteaux pointus avec leurs barbelés. Les barbelés, à vrai dire, on ne les voit que dos au soleil, pas quand on l'a dans le nez. Il y a un soleil éclatant, impossible d'ouvrir grand les yeux. Mais Choukov ne voit plus l'horizon lointain, ni l'éblouissement du soleil dans la neige. Il ne voit plus les gars abandonner leur local chauffé et s'égayer sur la zone, qui, pour creuser le trou, pas fini ce matin, qui, pour fixer des armatures, qui, pour dresser les chevrons dans les ateliers. Choukov ne voit que son mur. Il en met un coup, sans penser à ce boulot. Mais sa comprenette et ses yeux palpent sous la glace le mur extérieur de la façade. À cet endroit, il a été monté par un maçon inconnu. Il n'était pas particulièrement débrouillard, le gars, ou bien il s'en foutait.
Mais à présent, Choukov fait ce mur comme si c'était le sien. Choukov et les autres maçons ne sentent plus le froid. Le travail rapide et absorbant fait courir dans leur dos le premier coup de chaleur, celui qui vous mouille sous le caban, la veste matelassée, la chemise du dessus et celle du dessous. Mais ils ne s'arrêtent pas un instant et ils posent les parpaings de plus belle. 1 heure plus tard, c'est le second coup de chaleur, celui qui fait sécher la sueur. Mais ils n'ont pas les pieds mordus par le froid, et c'est ce qui compte. Et tout le reste, même le léger petit vent, ne peut leur faire penser à autre chose qu'au mur qu'ils montent. Un son parcourt la zone et arrive tout net jusqu'à la centrale. On tape sur le rail, c'est la fin du travail. Pour le ciment, on a vu trop grand. Voilà ce que c'est que de faire du zèle. Maintenant, il faut continuer le mur, rien d'autre à faire. Si on ne vide pas la caisse, demain, il n'y aura plus qu'à la casser et à la foutre en l'air. Le ciment sera comme de la pierre et on ne l'entamerait même pas au pic. « Allez les copains, c'est pas le moment de flancher !» crie Choukov. Le chef de brigade va et vient, il regarde combien on en a fait. Il est content. Du beau boulot, hein. En 1 demi-journée seulement, et sans leur putain de grue. Choukov reprend son souffle. Il regarde autour de lui. Cette bonne vieille lune, la voilà toute pourpre, ébréchée, déjà sortie en plein ciel. Et on dirait qu'elle décline un brin. La veille, à la même heure, elle était bien plus haute. Choukov est content que tout se soit passé sans accroc. Il tape dans les côtes du capitaine et lui lance « Dis donc, capitaine, selon votre science, où c'est qu'elle disparaît après la vieille lune ?»« Comment ça, où ?»« Mais quelle ignorance, on ne la voit plus, tout simplement. »« Alors, si on ne la voit plus, comment sais-tu qu'elle existe encore ?»« Mais alors, selon toi, il y aurait une nouvelle lune tous les mois ? Il y a bien des gens qui naissent tous les jours, alors pourquoi ils ne naîtraient pas une nouvelle lune toutes les 4 semaines ? Même les pires matelots ne sont pas aussi bêtes. D'après toi, où est-ce qu'elle s'en va, la vieille ? Chez nous, on disait comme ça, c'est Dieu qui émiette la vieille lune pour en faire des étoiles. Alors quoi, tu crois en Dieu, Choukov ? Quand il y a le tonnerre, essaie un peu de pas y croire pour voir. Et pourquoi il fait ça, Dieu ? Émietter la lune pour en faire des étoiles ? Ça se comprend tout seul. Les étoiles, elles tombent avec le temps. Il faut en remettre des neuves. Choukov s'endort content. Il a eu bien de la chance aujourd'hui. On ne l'a pas flanqué au cachot. On n'a pas collé la brigade à la cité socialiste. Il s'est organisé une portion de soupe supplémentaire au déjeuner. Le chef de la brigade s'est bien débrouillé pour le décompte du travail. Choukov a monté son mur avec entrain. Il ne s'est pas fait piquer à la fouille avec son égoïne. Il s'est fait des suppléments. Il a acheté du tabac. Et finalement, il a été le plus fort. Il a résisté à la maladie. Une journée a passé sur quoi rien n'est venu jeter une ombre, une journée presque heureuse. De ces journées durant son temps, de bout en bout, il y en eut 3653. Mais 3 en plus, à cause des années bissextiles. C'était Pages arrachées à Alexandre Solzhenitsyn, avec Aurélien Recoing et Marina Moncade. Première partie, Premier pas dans la lumière, extrait choisi dans Une journée d'Ivan Denisovitch. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation Benjamin Vignal, Maïwen Lejehan, Claire Chénaud, Jean-Mathieu Zande. Une journée d'Ivan Denisovitch est parue aux éditions Julliard, traduit par Léon et André Robel et Maurice de Caillot.